New Note. History. More. Je m'appelle Apolline Vasseur. J'ai 33 ans. En octobre dernier, ma mère s'est levée devant 80 personnes lors du banquet paroissial de notre village et leur a dit que ma réussite était grâce à elle. La même femme qui avait qualifié ma remise de diplôme d'inutile et qui n'y avait jamais assisté. 3 jours avant ce dîner paroissial, une entreprise de technologie agricole de 10 milliards d'euros m'avait offert un contrat de plus de 5 millions d'euros. Mon nom a fait la une de Capital, et soudain, après des années de silence, maman a appelé. Une voix mielleuse. « Ma chérie, il faut qu'on se parle, Apolline. » Réunion de famille ce dimanche. J'y suis allé, mais ce que j'ai trouvé dans la vieille remise, derrière les tables la veille, cela a tout changé. Ce qui s'est passé à l'intérieur de cette salle paroissiale est la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire. Bienvenue sur Vengeance familiale secrète, où le drame familial rencontre la vérité que personne ne veut entendre. Laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant, laissez-moi vous ramener dans le Cantal, en Auvergne, dans une étable à vaches au milieu de la nuit, quand j'avais 14 ans et que je ne savais pas encore de quoi ma mère était capable. Le veau est coincé. Je suis à genoux dans la paille et la boue, les mains glissantes, en train de tirer pendant que la génisse beugle, comme si c'était la fin du monde. J'ai 14 ans, il est 2 heures du matin. Mon téléphone portable est coincé entre mon épaule et mon oreille. Et à l'autre bout du fil, le docteur Solange Mercier, vétérinaire départemental, 68 ans aujourd'hui, 49 ans à l'époque, me guide étape par étape. Fais pivoter l'épaule, Apolline. Doucement, tu vas y arriver. Le veau se libère, mouillé, fumant, vivant. Je m'assois en arrière dans la boue et je l'écoute respirer. Le docteur Mercier dit « Ce veau serait mort sans toi, Apolline. Souviens-toi de ça. » Je porte ces mots hors de l'étable et jusque dans la cuisine où ma mère se tient devant l'évier en peignoir. Gisèle Vasseur, 59 ans aujourd'hui, 40 ans alors, secrétaire de mairie le jour, gardienne de prison familiale la nuit. Elle regarde la boue sur mes jeans, le sang sur mes manches. « Si tu dépensais la moitié de cette énergie pour les corvées, dit-elle, les clôtures seraient déjà réparées. Mon père Hervé est dans le garage. Il est toujours dans le garage. 62 ans aujourd'hui, 43 ans alors, mécanicien, silencieux, de la façon dont un homme est silencieux quand il a décidé, il y a 30 ans qu'être d'accord est plus facile que de se disputer. Mon frère Thibaut dort à l'étage, 36 ans aujourd'hui, 17 ans alors. Il se réveillera à 7 heures, mangera le petit déjeuner que maman lui prépare et conduira jusqu'à la coopérative agricole sans qu'on lui demande d'aller vérifier la génisse. Personne ne me demande comment s'est passé le vélage. Cette nuit-là, assise sur le porche avec la boue séchant sur mes bottes, je le dis à voix haute pour la première fois. Je veux être vétérinaire. Les étoiles ne répondent pas. Personne à l'intérieur de la maison non plus. Ma mère a perdu sa propre mère quand elle avait 20 ans. Crise cardiaque, au beau milieu de la nuit, sans avertissement. Gisèle était en 2e année à l'université de Clermont-Ferrand, la première de sa famille à aller à la fac. Elle a abandonné la semaine suivante. Elle est rentrée dans le Cantal, a élevé sa jeune sœur, Rosalie, qui avait 12 ans, a cuisiné, nettoyé, tenu la maison, travaillé à temps partiel à l'école primaire. Quand Rosalie a eu 18 ans, elle a déménagé à Lyon. Gisèle a appelé ça comme elle appelait chaque départ, un abandon. Elle a épousé mon père 1 an plus tard, s'est installée sur la ferme, a eu Thibaut, puis moi. Et à partir de ce moment-là, les règles étaient simples. La famille reste. La famille ne part pas. La famille reste unie. La porte d'entrée n'était jamais verrouillée dans notre village du Cantal. Mais dans l'esprit de ma mère, elle ne s'ouvrait que dans un sens, vers l'intérieur. Elle n'était pas cruelle à ce sujet. Elle était efficace. Elle contrôlait le chéquier, le calendrier, le menu du dîner, les clés des voitures. Mon père lui remettait chaque fiche de paie. Thibaut ne l'a jamais remis en question parce que Thibaut n'a jamais eu à le faire. Il aimait la ferme, aimait la routine, aimait savoir que le tracteur et la camionnette, et finalement le garage de pneus, seraient à lui. Moi, j'étais le problème. Je voulais partir. Et dans le monde de Gisèle Vasseur, vouloir partir était le péché originel. Je la comprenais. Je comprenais qu'elle avait construit son identité autour du fait de maintenir les choses ensemble, parce que la seule fois où elle n'avait pas pu, sa mère mourant, Rosalie partant, cela avait brisé quelque chose en elle qui n'avait jamais guéri. J'avais de la compassion pour sa peur, mais la compassion et l'obéissance
sont deux choses différentes, et ma mère n'a jamais appris la différence. En terminale, j'ai postulé à l'École nationale vétérinaire en ligne, sur l'ordinateur de la bibliothèque du lycée, parce que notre ordinateur familial est dans le salon, et ma mère le surveille comme un contrôleur aérien. Bourse d'excellence, 15 000 € par an, frais de pension et de scolarité entièrement couverts. Quand l'email d'acceptation arrive, je l'imprime au lycée et je le ramène à la maison dans mon sac à dos comme de la contrebande. Le dîner. Hachis parmentier, haricots verts, pain de campagne. Je pose la lettre à côté de mon assiette. Maman, papa, je suis prise en prépa véto, bourse complète, sciences animales. Mon père s'arrête de mâcher, ma mère pose sa fourchette lentement, de la façon dont on pose une arme qu'on choisit de ne pas utiliser tout de suite. Tu n'iras pas. 2 secondes de silence. Thibaut tend le bras pour prendre plus de pain. Il ne lève pas les yeux. Ma mère continue. Nous avons besoin de toi ici. La ferme ne tourne pas toute seule. Et l'école vétérinaire? C'est des années d'études, Apolline. Des années loin d'ici. Qui va payer pour ça? La bourse paie les frais. Je travaillerai pour le reste. J'ai déjà accepté. La table devient silencieuse. Ma mère se lève, prend son assiette, encore à moitié pleine, et marche jusqu'à l'évier. Elle la rince en me tournant le dos. Quand elle se retourne, son visage est figé comme du béton. « Tout ce que tu es, dit-elle, tu le tiens de cette famille, et c'est comme ça que tu nous remercies. » Elle marche jusqu'à la chambre, ferme la porte. Mon père fixe son assiette. Thibaut finit son pain. Je reste assise là, avec la lettre d'acceptation qui prend une tache de graisse à cause du hachis parmentier, et je pense, elle n'a pas dit non parce qu'elle pense que je vais échouer. Elle a dit non parce qu'elle pense que je vais réussir. Et elle a raison. Le matin de mon départ, ma mère ne sort pas de la chambre. Je porte 2 sacs de sport jusqu'à l'allée. La porte moustiquaire ne s'ouvre pas derrière moi. Mon père me conduit à la gare routière d'Aurillac. 20 minutes. Pas de radio, pas de conversation. Juste le bruit des graviers sous les pneus et le bourdonnement d'un moteur qui a besoin de nouvelles bougies. À la gare, il se gare et reste assis là avec les 2 mains sur le volant. Puis, il fouille dans sa veste et sort une enveloppe. 500 € en billets de vin. Ne le dis pas à ta mère. Je la prends. Pourquoi tu ne prends jamais ma défense, papa? Il regarde le tableau de bord, pas moi. Sa mâchoire se crispe. Puis, c'est plus facile de laisser couler. Je veux argumenter. Je veux le secouer. Mais il a 62 ans aujourd'hui, 43 alors, et il laisse couler depuis 20 ans, et les ornières sont trop profondes pour en sortir lors d'une conversation sur un parking. Je prends mes sacs. Merci pour l'argent. Il hoche la tête. Je marche vers le car. À la porte, je me retourne. Il est toujours assis dans la camionnette, les mains sur le volant, me regardant à travers le pare-brise. Il ne fait pas de signe de la main. Il ne sort pas. Gisèle appelle le soir même, avant que je n'ai défait mes bagages. Quand est-ce que tu rentres à la maison? Je réalise, debout dans une chambre d'étudiante qui sent la cire pour le sol et le shampoing de quelqu'un d'autre. Elle ne demande pas parce que je lui manque. Elle demande parce qu'elle a besoin de savoir que le périmètre est toujours intact. Je lui donne une date. La Toussaint. Elle raccroche sans dire au revoir. J'ai appris plus tard que les 500 € étaient de l'argent que mon père avait économisé pendant 6 mois dans une boîte de café en fer dans le garage, cachée derrière l'huile de moteur. Gisèle a trouvé la boîte vide 1 semaine après mon départ. 4 années en classe préparatoire et école. Sur la liste d'excellence 5 semestres sur 8. Je travaille les week-ends dans une clinique bovine près de Toulouse, faisant des prises de sang, inspectant des sabots et apprenant la différence entre l'anatomie des manuels et une vache Salers de 600 kilos qui ne veut pas qu'on prenne sa température. J'appelle ma mère 1 fois par mois. Les appels durent en moyenne 4 minutes. Elle me parle de la ferme, de la clôture qu'il faut réparer, du chauffe-eau qui est tombé en panne, de la nouvelle idée de garage de pneus de Thibaut. Elle ne me demande jamais comment se passent mes cours. Elle ne demande jamais si je mange assez, si je dors ou si j'ai peur. Ensuite, les années à l'école nationale vétérinaire, 180 000 € de prêts étudiants contractés pour financer mon équipement et mon installation future. Je mange des nouilles instantanées et des tartines. Je travaille le samedi au refuge pour animaux. J'étudie jusqu'à 2 heures du matin et me lève à 6 heures pour assister à la clinique des grands animaux. Mes mains sont à vif, à force de frotter pour me désinfecter. Mon dos me fait mal à force de soulever des veaux. Je n'ai jamais été aussi heureuse. J'invite mes parents à ma remise de diplôme de docteur vétérinaire. Ma mère dit « C'est juste encore des études, Apolline. Quand est-ce que tu rentres ?»
Mon père m'envoie un SMS. Ta mère a raison. C'est beaucoup de route. On fêtera ça quand tu viendras. Je reçois mon diplôme un samedi de mai. Toge, coiffe, écharpe. Mon nom lu à haute voix dans une salle pleine de familles tenant des fleurs et des pancartes. Les sièges que j'avais réservés sont vides. Le docteur Solange Mercier est au 3e rang. Elle a fait 4 heures de route depuis le Cantal. Elle tient une pancarte faite à la main sur laquelle est écrit « Docteur Vasseur » en lettres majuscules sur un carton. Elle est la seule personne à applaudir qui connaît mon 2e prénom. C'est la dernière fois que quelqu'un m'a célébré pendant 7 ans. Je construis un cabinet dans la campagne rurale de l'Aveyron. Vétérinaire pour grands animaux, en solo, couvrant 4 secteurs. Mon véhicule est un Peugeot Boxer de 2009 avec 300 000 km au compteur et un siège passager recouvert de seringues et de carnets de vaccination. Je vis dans un appartement aménagé au-dessus d'une ancienne écurie à la retraite. Le loyer est bon marché. Le Wi-Fi est capricieux. La vue est un pâturage qui devient doré chaque mois d'octobre. Je rembourse mes prêts étudiants à hauteur de 2 500 € par mois, plus lorsqu'un gros contrat avec une exploitation agricole est payé. L'année où j'accorde une licence pour la première version de mon prototype de capteur à une exploitation bovine régionale, je prends l'intégralité de la commission et je la vire directement à la banque. Cela liquide les 40 000 derniers euros en un seul transfert. J'envoie 500 € à ma mère chaque Noël. J'appelle une fois par mois. Elle décroche, parle pendant 3 minutes du garage de Thibault, de la kermesse de la paroisse ou du prix du foin, et raccroche. Elle ne me demande jamais comment va mon travail. Elle ne demande jamais rien sur le prototype d'objet connecté que je fabrique dans ma cuisine. Le capteur portable qui surveille le rythme cardiaque, la température et les schémas de mouvement du bétail, signalant une maladie 48 heures avant l'apparition des symptômes. Elle n'en sait rien parce qu'elle ne le demande jamais. Et j'ai arrêté de donner volontairement des informations aux gens qui n'en veulent pas. J'invite mes parents à me rendre visite 3 fois. Peut être la prochaine fois, ma puce. 3 fois. Même réponse. Thibault m'appelle une seule fois en 7 ans pour me demander si je m'y connais en pneus de camion. Je passe 4 heures un samedi à l'aider à rédiger un business plan pour son garage. Il ne me dit pas merci. Il ne me demande pas comment je vais. C'est le docteur Mercier qui le dit un matin autour d'un café après une intervention dans une grange. Tu es brillante avec le bétail, Apolline. Mais tu gardes les gens à une distance de piquet de clôture. Elle a raison. Quand la personne qui était censée t'aimer en premier t'a traité comme quelqu'un qui risque de s'enfuir, tu apprends à garder la barrière fermée. Je garde la barrière fermée pendant 7 ans. Puis, on donne un coup de pied dans la barrière de l'extérieur. J'ai 32 ans. Je suis assise dans ma camionnette après un vélage à minuit et je regarde le journal de mes appels. 12 mois d'appels émis vers ma mère. 12. Appel reçu d'elle. 1. Pour me demander si je pouvais envoyer le chèque de Noël en avance parce que la chaudière avait besoin de réparation. 12 appels sortants, un appel entrant, et celui qui est entré avait une étiquette de prix. Je fixe les chiffres. Ça me frappe de la même manière qu'un diagnostic vous frappe après avoir ignoré les symptômes. Si je continue ce schéma, tendre la main, obtenir du silence, tendre la main à nouveau, je passerai le reste de ma vie à passer des auditions pour un rôle pour lequel je n'ai jamais été choisi. La bonne fille, la loyale, celle qui rentre à la maison. Je ne serai jamais cette personne. Et plus importante encore, je ne veux pas l'être. Le docteur Mercier m'a dit un jour que la partie la plus difficile de la médecine vétérinaire, ce ne sont pas les urgences, ce sont les cas chroniques, les animaux qu'on ne peut pas guérir, seulement soulager. Je gère ma famille depuis 15 ans. Gérer les attentes, gérer les déceptions, gérer l'écart entre ce dont j'ai besoin et ce qu'ils sont prêts à donner. J'en ai fini de gérer. Je ne coupe pas les ponts avec eux. Je vais juste arrêter de faire semblant que le téléphone fonctionne dans les 2 sens. Je ferme le journal des appels. J'ouvre le tableau de bord de mon prototype connecté à la place. 37 capteurs déployés dans 2 fermes d'essai. Taux de détection précoce, 91%. Taux de faux positifs, inférieur à 4%. C'est à ça que je suis doué. Trouver les problèmes avant qu'ils ne deviennent des urgences chez des animaux qui ne peuvent pas vous dire où ils ont mal. Je me concentre sur les capteurs. Je me concentre sur les données. 6 mois plus tard, mon téléphone sonne. C'est un indicatif de Paris. Si vous avez déjà eu l'impression d'être la seule personne à vous encourager, je vous comprends. C'est épuisant d'être son propre plan B, son propre système de soutien, année après année. Si c'est votre histoire, je veux l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton maintenant.
Parce que ce que ma mère a fait à ce dîner paroissial, vous ne le croirez pas avant de l'avoir entendu. On continue. La voix au téléphone appartient au docteur Laurent Mignot, directeur de l'innovation chez Méridien Agritech, une entreprise de 10 milliards, la plus grande firme de biotechnologie animale d'Europe. Docteur Vasseur, nous avons examiné votre présentation au sommet de l'élevage le mois dernier. Votre système de détection précoce. Nous aimerions discuter d'une licence. Je prends l'avion pour Paris un mardi. Salle de conférence au 14e étage, à La Défense. Murs en verre. Une table assez longue pour y faire atterrir un avion. 6 ingénieurs, 2 vice-présidents, un tableau blanc que quelqu'un a déjà rempli avec mes équations tirées de mon article publié. Ils veulent une licence exclusive sur le brevet. Ils me veulent aussi vice-présidente de l'innovation en santé animale. Nouvelle division. L'offre. 400 000 € par an en salaire, plus des actions gratuites sur 4 ans. Un package de rémunération totale dépassant les 2 millions d'euros. Je signe un jeudi après-midi. Le vendredi, le communiqué de presse est en ligne. Méridien Agritech acquiert un système révolutionnaire de surveillance du bétail auprès d'une vétérinaire rurale. La France agricole le publie en premier, puis Réussir Bovins, puis Les Échos, parce que l'histoire d'une vétérinaire de campagne, devenue millionnaire, fait de gros titres. Je ne publie rien sur les réseaux sociaux. J'envoie un email au docteur Mercier. On l'a fait. Elle répond, tu l'as fait. Ne laisse personne réécrire cette phrase. Je souris. Je n'appelle pas ma mère. Je n'appelle pas mon père. Je n'appelle pas Thibault. Les nouvelles voyagent toutes seules. Le Cantal est un département agricole. Les gens lisent la France agricole comme les citadins lisent le Wall Street Journal. Ma mère voit l'article sur Facebook dans les 12 heures. Je le sais parce que mon téléphone sonne à 7 heures le lendemain matin. L'identifiant de l'appelant indique « Maman, Apolline ». La voix de ma mère est chaleureuse, presque musicale, un ton que je n'ai pas entendu m'être adressé depuis. En fait, je ne me souviens pas l'avoir déjà entendu m'être adressé. Oh mon Dieu, nous avons vu l'article. Ton père et moi sommes tellement. Nous n'avions aucune idée que tu faisais tout ça. Tu n'as pas demandé. Un battement de silence. Elle se reprend. Eh bien, il faut qu'on se réunisse. Réunion de famille ce dimanche. Rentre à la maison. C'est à quel sujet, maman? Juste la famille. Thibault a quelques idées qu'il veut partager. Et la paroisse organise son banquet des moissons le même soir. Tu devrais venir pour ça aussi. Les gens adoreraient te voir. Je le remarque immédiatement. La fusion, réunion de famille et dîner paroissial, le même jour, dans le même bâtiment. Ma mère ne fait pas les choses sans raison. Elle combine la demande privée avec un public parce qu'il est plus difficile de dire non devant 80 personnes avec qui vous avez grandi. Je viendrai, dis-je, mais j'amène le docteur Mercier. Pause, 4 secondes. Solange Mercier. Pourquoi? Parce qu'elle est de la famille pour moi. Le silence à l'autre bout dure assez longtemps pour que j'entende sa respiration changer. Puis le sourire revient dans sa voix, plus mince maintenant, tendu à l'extrême. Très bien. Plus on est de fous, plus on rit. Je raccroche et je m'assois sur le bord de mon lit pendant un moment. Je ne suis pas nerveuse, je ne suis pas pleine d'espoir. Je suis juste fatiguée d'être surprise par un comportement qui suit le même schéma qu'il a suivi depuis 33 ans. J'appelle le docteur Mercier. Il y a un truc qui cloche, lui dis-je. Maman organise un repas paroissial le même jour que la réunion de famille. Elle n'a jamais combiné ça avant. La voix de Mercier est sèche comme de la craie. Gisèle Vasseur ne fait rien sans une scène de théâtre. Elle est en train d'en installer une. Jeudi matin, Thibault m'appelle. Hé, Apo, félicitations pour le gros contrat. Écoute, j'ai mentionné à quelques personnes que tu pourrais vouloir investir dans le garage de pneus, juste pour faire passer le mot. Tu sais, la famille qui aide la famille. Thibault, je n'ai jamais dit ça. Allez, ce ne sont que des paroles. C'est mon nom, Thibault. Et tu l'utilises sans ma permission. Il se tait alors. D'accord, d'accord, je vais calmer le jeu. Mais pense-y, d'accord? 200 000, ça changerait tout. Je raccroche. 200 000 €. Il a 150 000 € de dette et il en veut 200 de plus. J'appelle le docteur Mercier, à nouveau. Elle construit une scène de théâtre, dis-je. Et Thibault vend déjà les billets. Qu'est-ce que tu vas faire? M'y présenter. Mais c'est moi qui écris mon propre scénario. Samedi matin, je fais les 3h30 de route depuis l'Aveyron jusqu'au Cantal. Le docteur Mercier me rejoint dans une brasserie à l'extérieur d'Aurillac, autour d'un café et de croissants. Je lui explique le plan. Aller à la ferme, voir ce que je peux apprendre.
assister au dîner dimanche et gérer tout ce que ma mère a préparé. Mercier touille son café. Je ne te laisserai pas entrer seul dans cette pièce. C'est pour ça que je t'ai appelé. Je prends une chambre dans un petit hôtel sur la route nationale, pas à la ferme. Dormir sous le toit de Gisèle lui donnerait l'avantage du terrain, et j'ai arrêté de jouer des matchs à l'extérieur avec ma famille il y a longtemps. Après avoir pris ma chambre, je conduis jusqu'à la ferme. La route est la même, les clôtures sont pires. La ferme a l'air fatiguée. La peinture s'écaille sur les tables, les clôtures penchent comme de vieux hommes après une longue journée. Le troupeau est plus petit que dans mes souvenirs. Peut être 40 têtes là où il y en avait 80. Ma mère vient à ma rencontre à la porte. Elle me serre dans ses bras. Première fois en 7 ans, ça a l'air répété, comme si elle avait pratiqué le placement des bras. « Regarde-toi », dit-elle. Ma fille qui a réussi. À l'intérieur, Hervé est assis à la table de la cuisine avec une tasse de café qu'il garde entre ses mains depuis 1 heure. Il hoche la tête. Ne se lève pas. Thibaut est dans le salon, parlant fort au téléphone, discutant d'un inventaire des cieux. Sa femme, Coralie, fait un signe de la main depuis le canapé. Je marche sur la propriété. La remise a un nouveau cadenas. Le toit de l'étable a une rustine faite de contreplaqué et de papier goudronné. Les bovins ruminent et me regardent avec l'indifférence calme des animaux qui ne se souciaient pas de la politique familiale. Je trouve Hervé près de la ligne de clôture, en train d'inspecter un piquet. « Qu'est-ce qui est arrivé au troupeau, papa ?» Il ne lève pas les yeux. « J'ai dû en vendre une partie. C'est devenu serré quand Thibaut a eu besoin d'argent pour se lancer. » Serré à quel point? Il se redresse, se frotte le genou. « J'ai pris une deuxième hypothèque, 95 000 €. Ne dis pas le chiffre à ta mère. Un prêt de 95 000 € garanti par une ferme de 80 hectares qui perd de la valeur chaque année. Mon père a hypothéqué sa maison pour financer un garage géré par un homme qui n'a jamais lu un bilan comptable. Je le regarde. Il regarde la clôture. « Papa, est-ce que maman est au courant? » Elle sait pour le prêt, pas pour le montant total. Je hoche la tête, retourne à l'étable, m'assois sur le haillon de ma camionnette et fixe les montagnes pendant un long moment. Je conduis en ville pour prendre un café. Le café sur la rue principale n'a pas changé. Les mêmes banquettes rouges, la même cloche au-dessus de la porte. Je suis debout au comptoir quand Madame le maire, la voisine de ma mère, m'aperçoit. « Apolline, ta maman nous a dit que tu annoncerais ton investissement au banquet des moissons demain. Nous sommes tous si excités. » Je pose mon café. Mon quoi? L'investissement dans la commune. Gisèle en parle à tout le monde depuis 1 semaine. Elle a même demandé au père Bertrand de te garder une place dans le programme. Je crois qu'elle a aussi commandé un gâteau. Je garde un visage neutre. C'est intéressant. Merci, Madame le maire. Je marche jusqu'à la boulangerie 2 portes plus loin. La femme derrière le comptoir me le confirme. Gisèle Vasseur a commandé un grand fraisier hier. Glaçage blanc, lettrage bleu. À la fierté de notre village, le docteur Apolline Vasseur. Ma mère a écrit mon scénario, mis en scène mon entrée, vendu des billets pour ma représentation et commandé le gâteau d'accessoires. Tout ça sans me poser une seule question. Je m'assois dans ma camionnette sur le parking de la boulangerie et j'appelle le docteur Mercier. Elle a tout mis en scène. Solange, la réunion de famille EST, le dîner paroissial, et elle a déjà dit à tout le monde que j'allais faire une sorte d'annonce d'investissement. Mercier reste silencieuse un instant. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Même plan. M'y présenter. Dire la vérité. Mais d'abord, je veux vérifier encore une chose. »« Quoi donc ?» ?»« La remise derrière les tables. Maman garde toutes les vieilles archives familiales là, dedans. Si elle était prête à aller aussi loin avec cette histoire publique, je veux savoir ce qu'elle a géré d'autre en coulisses. Fais attention, Apo. Je suis veto pour gros bétail, Solange. J'ai l'habitude de travailler autour de choses qui donnent des coups de pied. La remise est derrière les tables, fermée par un cadenas. Mais la clé est là où elle a toujours été, sur un clou à l'intérieur de la porte de l'étable. Le système de classement de ma mère n'a pas changé en 20 ans. Des boîtes en carton étiquetées sur des étagères métalliques, triées par année et par sujet. Je trouve celles marquées « Affaires d'école d'Apo », des bulletins scolaires, des projets d'art plastique de l'école primaire, un ruban bleu du concours agricole, jeune juge de bétail, 14 ans, et tout au fond, 2 enveloppes, format commercial standard, adresse d'expéditeur, Université de Toulouse, programme des boursiers d'excellence, bureau des aides financières. Les 2 ont été ouvertes. Les 2 ont des post-it sur le devant avec l'écriture de ma mère.
La même note sur chaque. Retour à l'envoyeur. Ne pas faire suivre. J'ouvre la première lettre. Elle est datée de mars de mon année de terminale, il y a 15 ans. Chère mademoiselle Vasseur, félicitations. Vous avez été sélectionnée pour la bourse d'excellence agricole, vous offrant un financement complet de 30 000 € par an pour vos 4 années d'études, en classe préparatoire, avec une admission garantie en école nationale vétérinaire à l'issue. Cette bourse est rendue possible par la Fondation rurale pour les étudiants des zones agricoles. 120 000 €. J'ouvre la deuxième lettre. Un suivi envoyé 2 mois plus tard. Nous n'avons pas reçu de réponse à notre offre initiale. Veuillez confirmer votre acceptation avant le 15 juin. Le 15 juin, j'étais déjà en école préparatoire à ce moment-là, inscrite avec un prêt étudiant classique, ignorant qu'une bourse complète m'avait été offerte et enterrée. Je m'assois sur un seau de nourriture retourné. La remise sent le vieux foin et l'huile de moteur. Entre mes mains, 120 000 € qui auraient effacé ma dette étudiante avant même qu'elle ne commence. Ma mère les a interceptés. Secrétaire de mairie. Elle savait comment fonctionnait le courrier. Elle connaissait le fonctionnement des dates limites. Elle a caché la piste de décollage et m'a ensuite reproché de ne pas voler. Je plie les lettres dans la poche de ma veste. Mes mains ne tremblent pas. Elles sont stables. Je retourne au motel et j'appelle le docteur Mercier. Je lui lis les lettres au téléphone. Elle garde le silence pendant 10 secondes. Puis, cette femme t'a volé 120 000 € sans jamais toucher à ton compte bancaire. Tu pourrais les montrer au dîner demain, les mettre sur la table devant 80 personnes. Je pourrais, mais je ne vais pas m'en servir comme d'une arme. Alors quoi? La vérité, toute la vérité. Elle va se lever là-bas et dire à tout le monde qu'elle m'a élevé, qu'elle m'a soutenu, qu'elle a fait de moi ce que je suis. Et quand elle aura fini, je vais me lever et remettre les pendules à l'heure. Pas de cris, pas d'accusations, juste les faits. Mercier est silencieuse. Et ensuite, je vais annoncer la création d'un fonds de bourse administré par la Chambre d'agriculture pour tout jeune du Cantal qui souhaite faire des études vétérinaires. Tu vas lui donner ton nom? Je vais lui donner le tien. Le silence sur la ligne s'étire suffisamment pour peser de tout son poids. J'entends Mercier inspirer, puis expirer. Apolline Vasseur, tu vas faire pleurer une vieille femme. Tu l'as mérité, Solange. Tu as répondu présente quand eux ne l'ont pas fait. J'appelle le directeur de la Chambre d'agriculture cet après-midi-là. C'est un ami de Mercier. Il me connaît de réputation. 50 000 € de fonds d'amorçage administrés de manière indépendante. Aucun lien avec une quelconque entreprise familiale, un quelconque garage de pneus ou une quelconque dette personnelle. La paperasse prend 2 heures. Le samedi soir, c'est fait. Je suis assise sur le lit du motel avec 2 lettres de bourse dans ma veste et un email de confirmation de fonds sur mon téléphone. Demain, Gisèle aura sa scène, mais le scénario m'appartient. Samedi soir, chambre de motel, une tache d'eau au plafond en forme de point d'interrogation. Je suis allongé sur le lit et je la fixe. Le docteur Mercier m'envoie un SMS. Nerveuse, je réponds « Non, je suis fatiguée. Ce n'est pas la même chose. » Je pense à la dernière fois que je me suis assise dans cette salle paroissiale. J'avais 15 ans. Gisèle m'avait mise dans une robe à fleurs. Au premier rang, les mains croisées, le père Bertrand prêchant sur la famille comme socle de la communauté. Ma mère acquiesçait de la tête, en me serrant la main. Un serment qui ressemblait moins à de l'affection qu'à une laisse. La paroisse était sa scène, à l'époque. Elle organisait les repas partagés, les ventes de gâteaux, les fêtes de l'automne. Elle dirigeait l'association des femmes du village. Elle se présentait à chaque événement comme la femme qui maintenait la famille Vasseur unie. Demain, elle utilisera cette même scène pour s'attribuer le mérite d'une carrière qu'elle a essayé d'empêcher, d'une éducation qu'elle a essayé de saboter et d'une fille sur laquelle elle ne s'est jamais renseignée une seule fois. J'ouvre mon ordinateur portable. L'email d'intégration de Méridien se trouve dans ma boîte de réception. Paris, date de début dans 2 semaines, un lundi. Nouvel appartement, bureau d'angle, une équipe de 8 ingénieurs et un budget supérieur à chaque euro que ma famille a jamais gagné, combiné. Cette vie commence dans 14 jours. Celle-ci, celle avec les clôtures penchées et les post-it, et l'enveloppe de 500 € cachée dans une boîte à café. Celle-ci se termine demain, pas avec de la colère, pas avec une scène de ménage, avec la vérité. Livrée dans une pièce pleine de gens qui n'ont entendu qu'une seule version de l'histoire pendant 15 ans. Je règle le réveil sur 7 heures. Je ferme les yeux. La tache d'eau au plafond n'a pas de réponse. Mais moi, j'en ai une. Courte pause.
Si vous êtes déjà entré dans une pièce où quelqu'un avait déjà écrit votre scénario, où ils avaient décidé ce que vous diriez, ce que vous donneriez, quel rôle vous joueriez, alors vous savez exactement ce que je ressentais ce dimanche matin. Dites-moi dans les commentaires. Quelqu'un a-t-il déjà mis des mots dans votre bouche? Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, car ce qui se passe à l'intérieur de cette salle paroissiale est la raison pour laquelle je raconte cette histoire. On y retourne. La salle polyvalente, sans le cidre et la truffade. Quelques 80 personnes entassées dans une pièce aux murs lambrissés, des tables pliantes recouvertes de nappes à carreaux, et un pupitre à l'avant drapé d'orange et de marron pour la saison. Le banquet des moissons, façon Cantal. Ma mère est à l'entrée dans sa robe bleu marine du dimanche, accueillant les gens comme une directrice de campagne électorale. Elle me voit et ouvre les bras. « Apo, tout le monde a posé des questions sur toi. L'étreinte est ferme et brève. De la performance, pas de l'affection. » Ses yeux se posent sur le docteur Mercier derrière moi. Le sourire faiblit d'un demi-watt, puis revient. Elle ne fait aucun commentaire. À l'intérieur, Hervé est dans un coin, tasse de café en main, fixant le sol. Thibaut travaille la salle, de poignée de main en poignée de main, disant à quiconque est à portée de voix « Ma sœur, la vétérinaire millionnaire ». Coralie est assise à une table près du fond, avec l'air d'une femme qui vient d'apprendre quelque chose qu'elle ne voulait pas savoir. Je repère la banderole avant même d'avoir fait 3 pas à l'intérieur. Félicitations, docteur Apolline Vasseur. La fierté de notre commune. Lettre dorée sur vinyle blanc. Quelqu'un l'a scotché sur le mur derrière le pupitre. Il y a un programme imprimé sur chaque chaise. J'en prends un. Point 4. Présentation spéciale. Gisèle Vasseur présente le docteur Apolline Vasseur. Point 5. Annonce d'investissement communautaire. Je n'ai été consulté sur rien de tout cela. Ma mère se penche près de moi. Je sens son parfum, le même parfum floral qu'elle porte depuis que j'ai 10 ans. Elle murmure « Souviens-toi, tout ce que tu es, tu le tiens de cette famille. N'oublie pas ça ce soir. » Je la regarde, je souris, je hoche la tête, et je ne dis pas un seul mot. Le dîner est servi sous forme de buffet. Truffade, charcuterie, viande en sauce, 3 sortes de tartes. Je m'assois avec le docteur Mercier, Hervé et 2 voisins, les Rivoire, qui exploitent la propriété adjacente depuis 40 ans. Gilles Rivoire me serre la main. 5 millions, hein? Ça fait beaucoup d'argent pour des gadgets à vache. C'est un plan de rémunération sur 4 ans, dis-je. La majeure partie, ce sont des actions qui se débloquent avec le temps. Il hoche la tête comme s'il comprenait. Il ne comprend pas, et c'est très bien. De l'autre côté de la pièce, ma mère passe de table en table comme une reine faisant sa tournée. Je saisis des fragments. Nous avons toujours su qu'Apo ferait de grandes choses. Elle tient son éthique de travail de nous. Je l'ai bien élevée. Vous savez ce que c'est. Chaque phrase atterrit comme une petite pierre polie dans un mur qu'elle construit depuis 15 ans. Le mur qui dit que Gisèle Vasseur a fabriqué Apolline Vasseur. Le docteur Mercier pose sa main sur mon bras. Une pression légère, constante. Elle fait ça depuis que j'ai 14 ans, manquant quand le courant tire. Le père Bertrand s'approche de notre table. Les cheveux gris, les yeux doux, le genre d'homme qui dit le bénédicité pour tout, y compris les pneus crevés. « Apolline, votre mère me dit que vous avez une merveilleuse annonce à faire ce soir. Nous l'attendons tous avec impatience. » « Merci, mon père. J'apprécie ce moment. » Il hoche la tête et passe à autre chose. Mercier se penche près de moi. « Comment tu te sens? » « Très bien. » Tu serres cette fourchette comme un instrument chirurgical. Je détends ma main. J'attends. D'attendre quoi? Qu'elle commence. Elle a besoin de tout dire devant tout le monde avant que je ne dise quoi que ce soit. J'ai besoin qu'ils entendent sa version, puis la mienne. Le pain de campagne est sec. Le café est brûlé. Ma mère fait toujours sa tournée. Les plats sont débarrassés. Le père Bertrand monte au pupitre pour le programme. 2 cantiques, une lecture, un remerciement au comité d'organisation du buffet. Puis, et maintenant, Gisèle Vasseur aimerait dire quelques mots sur sa fille. Gisèle. Ma mère marche vers le pupitre comme si elle y était née. Elle lisse sa robe. Elle ajuste le microphone. Elle sourit à la salle. 80 visages, tous tournés vers elle. « Il y a 33 ans, commence-t-elle. Dieu m'a donné une fille. » Sa voix se brise. Pratiquée, précise. Le genre de fêlure qui semble spontanée si on ne connaît pas la femme qui est derrière. Je l'ai élevée dans cette ferme avec ses mains, dans cette commune. Chaque matin, je la conduisais à l'école. Chaque soir, je l'aidais avec ses devoirs. Elle m'a conduite à l'école jusqu'à mes 16 ans. Elle ne m'a jamais aidé avec mes devoirs.
J'ai fait chaque exercice seul dans ma chambre, avec une lampe de bureau, après qu'elle m'a dit d'arrêter de gaspiller l'électricité. Quand elle m'a dit qu'elle voulait devenir vétérinaire, j'ai dit « Fonce, ma chérie, nous croyons en toi ». Les mots exacts étaient « Tu n'iras pas ». Je me souviens de la fourchette heurtant la table. Je me souviens du pain, tout ce qu'elle est. Et ici, la voix de Gisèle s'élève, larmoyante, triomphante. Elle le tient de cette famille. La salle applaudit. Certaines personnes se lèvent. Madame le maire hoche la tête. Gilles Rivoire applaudit assez fort pour faire trembler l'argenterie. Ma mère s'en imprègne. Puis, elle tend une main vers moi. « Viens, Apo, viens dire à tout le monde quels sont tes projets. » 80 pères Dieu se tournent vers moi. Ma mère souriant au pupitre. La banderole derrière elle, le gâteau dans un coin, le scénario qu'elle a écrit sans demander. Je me lève, lisse ma veste, marche jusqu'au pupitre. Ma mère s'écarte avec un sourire qui dit « C'est mon moment, je te le prête. Merci maman, et merci à tous d'être là ce soir. » Pause. Je regarde la salle, des visages avec lesquels j'ai grandi, des gens qui m'ont vu au comice agricole, aux kermesses et aux pièces de théâtre de l'école, des gens qui n'ont entendu qu'une seule version de mon histoire pendant 15 ans. J'ai bien une annonce à faire, mais d'abord, j'aimerais mettre certaines choses au clair. La salle s'agite, les chaises grincent. Le sourire de ma mère se fige, mais ses yeux se rétrécissent. Ma mère a dit qu'elle m'avait encouragé à devenir vétérinaire. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Quand je lui ai dit que je voulais aller en école vétérinaire, elle a dit, et je me souviens des mots exacts, « Tu n'iras pas ». Des murmures, pas fort, c'est une salle paroissiale, et les gens du Cantal traitent le choc en silence. Mais les murmures sont là. Elle a dit qu'elle me conduisait à l'école. Elle l'a fait jusqu'à mes 6 ans, puis elle a arrêté de le proposer, et j'ai conduit moi-même. Les mains de Gisèle agrippent le bord de la table la plus proche. Ses jointures blanchissent. Elle a dit qu'elle m'aidait pour mes devoirs. J'ai fait mes devoirs seul chaque soir dans ma chambre, avec une lampe de bureau. Je garde ma voix stable, posée, pas de tremblement, pas de larmes. J'ai passé 15 ans à construire un cabinet où le calme sauve des vies. Ce n'est pas différent. Madame le maire pose sa fourchette et fixe Gisèle. Gilles Rivoire décroise les bras. Le père Bertrand enlève ses lunettes et se frotte les yeux. « Je ne suis pas ici pour embarrasser ma mère, dis-je. Je suis ici pour dire la vérité, parce que cette salle la mérite. Quand j'avais 17 ans, dis-je, j'ai reçu une offre pour une bourse d'excellence complète pour une prépa agro-véto. 120 000 € sur 4 ans, frais de scolarité, pension, admission garantie en école. Je laisse le chiffre atterrir. 120 000 €, c'est 2 tracteurs, un nouveau toit pour l'étable et une année de coûts de fonctionnement pour une ferme de cette taille. Tout le monde dans cette pièce comprend ce chiffre. Je n'ai jamais reçu les lettres. Elles ont été envoyées à notre adresse familiale, elles ont été ouvertes. Et sur chacune d'elles, avec l'écriture de ma mère, quelqu'un a écrit « Retour à l'envoyeur, ne pas faire suivre ». Le silence est absolu. Pas le silence d'une église, le silence du vide. Le genre de silence où vous pouvez entendre l'horloge sur le mur et la glace bouger dans le pichet et le souffle couper dans plus de 80 gorges. Gisèle se lève. Ce n'est pas. J'essayais de protéger. Je n'ai pas fini, maman. Elle s'arrête. Sa bouche reste ouverte pendant une seconde, puis se ferme. Au lieu d'une bourse complète, j'ai contracté 180 000 € de prêts étudiants. Je les ai remboursés l'année dernière. Chaque centime, toute seule. Le visage de ma mère passe par 3 expressions en 5 secondes. Le choc, le calcul, et quelque chose que je n'ai jamais vu sur elle auparavant. La peur. Elle a peur de cette pièce. Elle a peur des 80 personnes qui viennent d'entendre la version qu'elle n'a jamais voulu voir raconter. « J'ai fait ce que je pensais être le mieux, dit-elle. Tu étais trop jeune pour. » J'avais 17 ans, maman. Assez vieille pour savoir ce que je voulais. Tu ne voulais tout simplement pas que je l'aie. Le docteur Mercier est assise à notre table. Sa mâchoire est serrée. Ses yeux sont humides. Elle ne me regarde pas. Elle regarde Gisèle. Et l'expression sur son visage est la même que celle qu'elle a eue quand elle a trouvé un veau emmêlé dans des barbelés il y a 30 ans. Dégoûtée par la blessure et résolue à réparer ce qui peut encore être réparé, je me tourne vers Thibault. Il est à une table latérale, figé au milieu d'une bouchée. Un morceau de pain à mi-chemin de sa bouche. Mon frère a dit aux gens que j'avais promis d'investir dans son garage. Je n'ai jamais dit ça, pas une seule fois. Thibault lâche son pain. Allez, Apo, j'étais juste. Tu utilisais mon nom pour obtenir un crédit à la banque.
J'ai appelé le Crédit Agricole vendredi. Ils l'ont confirmé. Son visage devient rouge. Coralie, 2 sièges plus loin, se tourne pour le regarder avec une expression qui me dit que leur conversation plus tard ce soir sera la plus honnête qu'ils aient eue depuis des années. Je regarde mon père. Il est à la table du coin, la tasse de café toujours entre ses mains. Et pour la première fois ce soir, il me regarde directement. Pas la table, pas le sol. Moi, ma voix s'adoucit. Je ne peux pas m'en empêcher. Papa, tu es la seule personne dans cette famille qui m'ait jamais donné quelque chose sans condition. 500 €. Le jour où je suis parti pour l'école. Ses yeux s'emplissent de larmes. Ses mains se serrent autour de la tasse. Mais tu as aussi laissé tout le reste arriver. Les lettres, le silence. Les années où j'appelais et où personne ne rappelait. Et j'ai besoin que tu saches ça. Le silence n'est pas neutre. C'est un choix. Hervé pose la tasse. Ses mains tremblent. Je sais, dit-il. Rien de plus. La pièce est immobile. 80 personnes qui étaient venues pour de la truffade et une annonce réjouissante sont assises dans les décombres d'une histoire qu'elles croyaient connaître. Ma mère est debout près du pupitre, agrippant le dossier d'une chaise pliante. Elle ressemble à une femme qui regarde sa maison s'effondrer depuis ses fondations. Lentement, silencieusement et complètement. Je me tourne à nouveau vers la salle. Ma mère vous a dit que j'allais investir dans la commune ce soir. Elle a raison, mais pas de la façon dont elle l'avait prévu. Un murmure, puis le silence. Je crée le fonds de bourse vétérinaire, Dr Solange Mercier, 50 000 € administrés par la Chambre d'agriculture du Cantal. Il est disponible pour tout étudiant de ce département qui souhaite faire des études de médecine vétérinaire. Je regarde le docteur Mercier. Elle est toujours à table, les mains à plat sur la nappe à carreaux, me fixant avec une expression que je porterai en moi pour le reste de ma vie. « Solange, dis-je, tu es venue à ma remise de diplôme quand mes parents ne l'ont pas fait. Tu as répondu au téléphone à 2 heures du matin quand un veau était coincé, et j'avais 14 ans et j'étais terrifié. Tu m'as dit que je pouvais devenir quelqu'un quand tout le monde me disait de rester à ma place. Ce fonds porte ton nom parce que tu l'as mérité. » Mercier se lève lentement. Elle s'essuie les yeux avec le dos de sa main. Pas de mouchoir, pas de délicatesse. De la même manière qu'elle essuie la pluie sur son visage dans un pâturage boueux. La salle applaudit. Cette fois, c'est différent des applaudissements qu'ils ont donnés à ma mère. Ceux-ci montent depuis le fond, là où sont assis les agriculteurs. Les gens qui connaissent Solange Mercier depuis 40 ans, qui l'ont appelée à minuit pour un cheval en colique, et qui l'ont trouvée à leur barrière à l'aube. Ces applaudissements-là sont réels. Ma mère n'applaudit pas. Elle est assise sur sa chaise pliante, les bras croisés, les lèvres serrées en une ligne si fine qu'elles disparaissent presque. Le fonds est de notoriété publique, dis-je. N'importe qui peut le vérifier auprès de la Chambre d'agriculture. Il n'a aucun lien avec une quelconque entreprise familiale, un quelconque garage de pneus ou une quelconque dette personnelle. Thibaut fixe son assiette. Hervé fixe sa fille. Gisèle se lève. Sa chaise gratte le sol. Le bruit coupe la pièce comme une lame. Sa voix tremble. « Tu viens dans ma paroisse et tu m'humilies. » Je n'élève pas la voix. J'ai dit la vérité, maman. Si la vérité t'humilie, ce n'est pas ma responsabilité. Je t'ai élevée, je t'ai nourrie, je t'ai gardée en vie. Tu m'as gardée prisonnière. Il y a une différence. Son visage se crispe. 15 ans d'un récit soigneusement géré, qui s'effiloche devant la communauté même pour laquelle elle a passé ses années à jouer la comédie. Elle cherche la réplique suivante, le prochain angle, le prochain outil, et ne trouve rien. Son arsenal est vide. Tout ce que je suis, dis-je, et ma voix est stable, et la pièce est silencieuse. Je l'ai construit malgré ce que cette famille a fait. Pas grâce à elle. Gisèle ouvre la bouche, la ferme, l'ouvre à nouveau, puis elle s'assied lourdement, comme si quelque chose à l'intérieur d'elle venait d'arrêter de fonctionner. Et puis, quelque chose que je n'avais pas prévu. Mon père se lève. La chaise vacille. Ses mains sont le long de son corps. Sa voix est faible, brisée, et chaque personne dans cette pièce l'entend parce que le silence est profond. J'aurais dû défendre son droit de partir. Je ne l'ai pas fait. J'ai laissé couler parce que c'était plus facile, et j'en suis désolé. Il me regarde, ses yeux sont rouges, sa mâchoire tremble. Je le regarde en retour. Je hoche la tête une fois. Je ne parle pas. Le hochement de tête suffit. Il dit « Je t'ai entendu ». Il ne dit pas « Je te pardonne ». Parce que le pardon demande plus d'une phrase dans une salle paroissiale, mais c'est un début. Le père Bertrand se lève lentement. Je crois qu'il dit « Nous avons tous beaucoup de choses auxquelles réfléchir ce soir ».
Je descends du pupitre, je ramasse ma veste sur le dossier de ma chaise. Le docteur Mercier est déjà debout, son sac à la main, prête à marcher avec moi comme elle a marché avec moi depuis que j'ai 14 ans. À mes côtés, pas derrière moi. Je regarde Gisèle. Elle est assise, la main sur la bouche, fixant la table. « Maman, je ne suis pas venu ici pour te punir. Je suis venu parce que tu m'as invité et que j'ai cru pendant une seconde que ça pouvait être sincère. » Elle ne lève pas les yeux. Je me tourne vers Thibaut. « Arrête d'utiliser mon nom, construis quelque chose avec le tien. » Il ne dit rien. Sa mâchoire est tellement serrée que je peux voir le muscle tressauter. Je regarde Hervé. « Merci pour les 500 €, papa. C'est le seul cadeau honnête que j'ai jamais reçu de cette famille. » Il hoche la tête. Ses lèvres bougent. Je ne peux pas entendre ce qu'il dit, mais je pense que c'est « je sais ». Je marche vers la porte. 80 Père Dieu. La salle est figée. Personne ne m'arrête. Personne ne parle. À la porte, je me retourne une dernière fois. Pour tous ceux dans cette pièce qui ont un enfant avec un rêve qui ne correspond pas au vôtre, laissez-les partir. Vous ne le comprendrez peu, être pas, mais ne vous mettez pas en travers de leur chemin. Et ne volez surtout pas leurs lettres de bourse sur le comptoir de la cuisine. Je pousse la porte. L'air d'octobre frappe mon visage. Le parking est sombre, à l'exception de la lumière au-dessus de l'entrée de la salle. Le bruit des grillons, le gravier sous mes bottes, les montagnes sont des formes noires contre un ciel rempli d'étoiles. Le docteur Mercier sort derrière moi. Aucune de nous ne dit rien pendant une bonne minute. Puis elle pose sa main sur mon épaule et dit « Rentrons à la maison. » Nous roulons en silence. C'est le meilleur silence que j'ai jamais entendu. Nous restons sur le parking pendant quelques minutes avant de démarrer. Mercier sur le siège passager. Moi au volant de mon utilitaire Peugeot. Les lumières de la salle paroissiale sont toujours allumées. À travers les fenêtres, je peux voir des gens debout, parlant, certains regardant vers la porte que je viens de franchir. « Comment te sens-tu » demande Mercier, comme si je venais de terminer une intervention chirurgicale qui aurait dû être faite il y a des années. Elle rit. Un rire court et sec. Le rire de Solange Mercier. « Ça, c'est ma fille. » Mon téléphone vibre. Thibaut. Je décline. Il vibre encore. « Maman. » Je décline. Troisième vibration. « Papa. » Un SMS cette fois. « Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a 15 ans. » Je le lis 2 fois, puis je tape. « Merci papa. » Envoyé. Je pose le téléphone face contre le tableau de bord. Mercier jette un coup d'œil à l'écran avant qu'il ne s'éteigne. « Ton père. » Il s'est excusé. Pour la première fois. La première fois, elle reste silencieuse un moment. Puis, c'est un lâche, mais ce n'est pas un mauvais homme. Je sais. C'est ça qui rend les choses pires. Je démarre le moteur, sors du parking en gravier pour rejoindre la route nationale. La salle rapetisse dans le rétroviseur. Le Cantal défile dans le noir. Des fermes, des clôtures, des champs. Le même paysage que je traverse depuis que j'ai 16 ans. Les mêmes routes, un conducteur différent. Mercier monte côté passager comme elle l'a toujours fait, un bras sur la portière, regardant la route, ne disant rien à moins que quelque chose ne doive être dit. Comme au bon vieux temps où nous roulions vers des étables à minuit et où elle me posait des questions sur l'anatomie bovine entre 2 barrières de pâturage. La seule différence, c'est que maintenant, c'est moi qui conduis, et je sais où je vais. Lundi matin, je fais mon sac. Je règle ma chambre au motel. La femme à la réception, au milieu de la soixantaine, cheveux gris bouclés, dit « Vous êtes la fille de Gisèle, n'est-ce pas ?» J'étais au dîner. Je me prépare à être jugé. Elle sourit. Ma fille voulait être pilote. Je lui ai dit les mêmes choses que votre maman vous a dites. Elle est devenue comptable à la place. Elle marque une pause. J'aimerais l'avoir laissée voler. Je passe devant la ferme une dernière fois. Je ne m'arrête pas. Les clôtures penchent toujours. Le troupeau est toujours petit. La remise est toujours verrouillée, mais le toit de l'étable accroche la lumière du matin. Et pendant un instant, toute la propriété ressemble à ce qu'elle était quand j'avais 14 ans, belle et suffocante en même temps. Je passe devant l'église, parking vide, la banderole toujours accrochée. Je passe la rue principale, le garage de pneus de Thibaut, lumières éteintes. L'enseigne indique « Garage Vasseur Pneus ». Je sais, de la même manière qu'on sait qu'un patient est en phase terminale avant même le retour des résultats d'analyse. Ce garage fermera d'ici 1 an. Pas à cause de quoi que ce soit que j'ai fait ou n'ai pas fait, parce que 150 000 € de dette et aucun plan, c'est une maladie qui ne répond pas au traitement.
Je m'insère sur la 75. L'Aveyron est à 3h30. Mon appartement au-dessus de la vieille écurie. Mon stéthoscope au crochet. Ma camionnette dans l'allée avec 300 000 kilomètres et le siège passager toujours couvert de seringues. Et dans 2 semaines, la Défense à Paris, Méridien, le badge de vice-présidente, un bureau d'angle avec une vue sur rien qui ne me rappelle le Cantal. La route s'ouvre, les montagnes restent derrière. Je ne regarde pas dans le rétroviseur. 3 mois plus tard, Gisèle perd son poste d'organisatrice du Cercle des femmes de la paroisse. Pas officiellement. Personne ne vote pour la renvoyer. Elles arrêtent simplement de lui demander la vente de gâteaux d'automne est planifiée par Madame le maire. Le spectacle de Noël est coordonné par la femme de l'adjointe au maire. Gisèle y assiste, s'assied au 3e rang. Et pour la première fois en 30 ans, elle est dans le public au lieu d'être sur scène. Elle ne s'excuse pas. Elle envoie une carte de Noël. « J'espère que tu vas bien. » Pas du sarcasme, pas des excuses, quelque chose entre les deux. La chose la plus proche de l'honnêteté qu'elle puisse gérer sans admettre le reste. Le garage de Thibault ferme en février. 150 000 € de dette. Coralie dépose une demande de séparation légale la même semaine. Pas parce que le garage a fait faillite, mais parce qu'elle a découvert toute l'ampleur de ce que Thibault lui avait caché, y compris le fait qu'il a utilisé le nom d'Apolline pour demander une ligne de crédit. Il retourne vivre à la ferme, décroche un travail comme mécanicien dans une concession Peugeot à Clermont-Ferrand, 40 minutes de trajet. Il ne parle pas du garage de pneus. Hervé vend 20 têtes de bétail pour couvrir une partie de sa 2e hypothèque. Il m'appelle toutes les 2 semaines maintenant. Des appels courts. Il me pose des questions sur mon travail. Il me demande quel temps il fait à Paris. Il ne demande pas d'argent. Et il ne passe pas le téléphone à Gisèle. Le fonds de Bourse Mercier reçoit 20 000 € de dons supplémentaires de la communauté du Cantal au printemps. 3 étudiants postulent. L'une d'elles, Maëlys Geoffrey, 19 ans, fille d'un éleveur bovin du côté du département, reçoit la première bourse. Elle commence à l'école nationale vétérinaire en août. Je commence chez Méridien en novembre. Bureau d'angle. Équipe de 8. Nous déployons le système de surveillance du bétail dans 200 fermes au cours du 1er trimestre. Le taux de détection précoce se maintient à 91%. Un éleveur de Lozère m'envoie un email. Vos capteurs ont sauvé 11 veaux le mois dernier. C'est 11 familles qui n'ont pas perdu de revenus cet hiver. Je l'imprime et le scotche sur le mur de mon bureau, à côté de la pancarte en carton du docteur Mercier. Celle qui dit « Docteur Vasseur » en lettres majuscules. Un matin, je reçois un email de la Chambre d'agriculture. Maëlys Geoffrey, la bénéficiaire de la bourse, a écrit une lettre. « Docteur Vasseur, personne dans ma famille n'est allé à l'université. Votre fonds est la seule raison pour laquelle je le peux. Je ne sais pas comment vous remercier, alors je dirai juste ceci. Je vais être vétérinaire, et je ne laisserai personne m'en dissuader. Je la lis à mon bureau. Je ne pleure pas. Je retourne au travail. Le travail est ce qui compte. Voici ce que je sais. Les personnes qui vous ont élevé ne sont pas propriétaires de ce que vous construisez. S'ils ont été là pour vous, remerciez-les. S'ils ne l'ont pas été, construisez quand même. Et s'ils essaient de monter sur votre scène pour s'attribuer le mérite, tendez-leur une chaise dans le public et continuez à parler. Voilà mon histoire. Une paroisse, un repas, 80 personnes qui ont entendu la vérité pour la première fois. Si cela vous a rappelé que votre succès vous appartient, et non aux personnes qui ont essayé de l'empêcher, ni à celles qui ont essayé de se l'approprier, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Laissez un commentaire et dites-moi, quelqu'un a-t-il déjà essayé de s'attribuer le mérite de quelque chose que vous avez construit seul? Abonnez-vous et je vous verrai dans la prochaine vidéo.